Salut toi! Si tu vis pour manger et que tu t'intéresses à ce qu'il y a dans ton assiette, alors tu es au bon endroit. Moi, c'est Audrey. J'ai créé Crack Boom Miam pour te permettre de rencontrer des gens incroyables qui, à leur manière, réinventent et font évoluer de par leur vision ou leur pratique le monde de l'agriculture et donc de la gastronomie. Tous les 15 du mois, je te propose de découvrir une personnalité unique, un projet fou et bien sûr, de te mettre l'eau à la bouche. Vous écoutez Crack Boom Miam. Dans cet épisode, je vous propose une promenade dans les bois pour aller ramasser les plantes sauvages et rencontrer une drôle d'agricultrice, Juliette. Elle va nous expliquer tout sur les plantes comestibles. Nous aurons aussi la chance de découvrir son exploitation et les nombreux projets qu'elle y prépare. Enfilez vos bottes et prenez un panier, on y va. Miam. Miam. Bonjour Juliette. Bonjour. Alors, nous sommes chez toi dans la campagne car tu cultives des plantes médicinales et comestibles. Alors, qu'est-ce que c'est la cabane à plantes ? Alors la cabane à plantes, déjà, elle a été créée en 2017. Donc l'idée de base, c'était de changer un petit peu d'activité, parce que moi j'étais plutôt dans le spectacle et la communication à la base, et de se lancer dans une activité qui liait mes deux passions, qui étaient donc la cuisine et la nature. J'avais envie de travailler le plus possible en extérieur et en même temps de pouvoir parler aux gens de comment s'alimenter d'une meilleure façon, de communiquer sur ce sujet-là. Et moi, je suis aussi une gourmande comme toi, Audrey. Donc j'avais envie de partager des choses autour de la cuisine. Donc c'était l'objectif de base, et après j'ai cherché ce que je pouvais faire en particulier autour de ces sujets-là. J'avoue que j'étais un petit peu perdue au début, et puis je me suis tournée vers un organisme qui est super, qui s'appelle l'ADR. Donc tout le monde a un petit peu des ADR dans ses départements normalement, si elles sont toujours financées. Et en général elles sont en lien avec la Confédération paysanne. Et en fait c'est des structures qui organisent des formations pour devenir paysan. Et aussi pour s'améliorer tout au long de son installation d'ailleurs. Donc j'ai été voir l'ADR qui m'a très bien renseignée et qui m'a proposé de faire une formation qui s'appelait de l'idée au projet, et qui est une formation en fait qui permet de partir avec plein d'idées comme moi j'avais, et à la fin, je veux dire, d'arriver à un projet bien précis. Donc j'ai fait cette formation. En fait, ce qui est super, c'est qu'on va de ferme en ferme dans le département. Donc on découvre un petit peu ce qui se fait ici. Ça nous permet de nous éclaircir dans nos idées. Et puis, ce qui était marrant, c'est que dans ce groupe de personnes qu'on était, il y avait plusieurs personnes qui étaient très à fond sur ce sujet des plantes aromatiques, des fleurs comestibles, et qui avaient fait des formations autour de ça. Donc ils m'ont un petit peu renseigné sur les formations qu'ils avaient fait. Et je trouvais ça quand même assez passionnant, et je trouvais que ça alliait vraiment les deux sujets que je voulais unir, qui étaient donc la cuisine et les plantes. Donc du coup, je me suis renseignée sur leur formation, et ils avaient notamment fait celle de Chauvigny, donc à la MFR, Maison Familiale Rurale, qui est une formation vraiment spécialisée dans la PAM. Donc PAM, c'est mon métier, c'est plantes aromatiques et médicinales. Et donc ils sont spécialisés sur la production et la culture des plantes. Avec qui tu as réalisé cette formation à Chauvigny ? J'ai fait cette formation avec Jean-Pierre Scherer, qui était mon formateur, qui était absolument génial. Et c'était une formation très courte, parce que pour adultes de 4 semaines, donc du coup ça m'a permis d'apprendre très vite ce métier, d'aller voir plein de producteurs, et de me faire vraiment une idée sur ce que moi je voulais faire avec ça. Donc je me suis installée dans la foulée, parce qu'en fait au fur et à mesure de ma formation j'avais déjà commencé à planter, donc ça c'était chouette aussi de pouvoir s'exercer en vrai sur le terrain en même temps. Et puis tout ce projet s'est affiné. Donc aujourd'hui la cabane à plantes, qu'est-ce que c'est ? C'est de la production de plantes aromatiques et de fleurs comestibles. Je ne précise pas médicinales parce que ce n'est pas vers quoi je me suis orientée. Je me suis vraiment orientée vers des plantes pour faire la cuisine et pour faire des infusions. Donc moi, je fais plusieurs métiers dans un seul. Je cultive, je cueille, je sèche, je transforme et je commercialise. Mes plantes, il y en a une 50aine de variétés que je cultive, et après il y en a quelques-unes que je cueille dans la nature, des plantes sauvages. Pourquoi j'ai fait ce choix ? Parce que je trouvais ça assez chouette dans ce métier de pouvoir aller se balader dans la nature et de ramasser des plantes. Et aussi parce que je ne voulais pas introduire des plantes qui ne correspondaient pas au biotope naturel ici, au sol qui existait. Donc du coup, comme par exemple, moi j'ai pas du tout un sol humide, en tout cas un sol comme dans une prairie au bord de rivière, etc. Parce qu'il n'y a pas du tout d'eau ici. J'ai choisi de cueillir des plantes comme ça que je ne pouvais pas avoir sur place. Pourquoi avoir fait le choix de se tourner vers les plantes et pas vers un autre type d'agriculture ?
Alors, il y avait plusieurs critères à mon installation. Déjà, moi, je ne voulais pas être mécanisée. Ça, c'était un des principaux critères. Je voulais travailler sur petite surface. Ensuite, je voulais faire quelque chose qui soit vraiment en lien avec la nature le plus possible, c'est-à-dire pas faire des choses qui soient, par exemple, je sais pas moi, c'est vrai que la céréale, on n'a pas des champs de céréales spontanés comme ça dans la nature. Voilà, donc moi je voulais quelque chose vraiment où j'utilise un petit peu ce que la nature nous transmet en fait, de réutiliser moi en cultivant, vraiment s'inspirer de la nature. Donc j'ai trouvé qu'en fait les plantes aromatiques et médicinales, ça répondait à tout ça. Et après, j'aurais pu choisir de faire du maraîchage, mais je voulais pas non plus quelque chose de surépuisant, très très physique comme le maraîchage. Je sais, j'ai connu beaucoup de maraîchers et c'est vraiment un travail, je leur tire mon chapeau parce que c'est très difficile. Et en même temps, c'est un beau métier, hein, mais je trouve que c'est vraiment très dur. Et aussi, je voulais une partie transformation dans mon travail. Et c'est vrai que finalement, les plantes aromatiques, c'est pareil, elles rentraient vraiment dans ça. C'est quoi ta plante préférée ? Là, c'est une question qui est très compliquée. On me la pose souvent, évidemment, mais moi, j'adore tout ce qui est très frais. La menthe, la coriandre. En tout cas, en cuisine, c'est vraiment des plantes que j'aime beaucoup, tous les basiliques. Et en infusion, qu'est-ce que je préfère ? J'aime beaucoup le thym citron. C'est quelque chose que j'utilisais peu en infusion avant, mais j'ai découvert ça récemment. J'adore finalement le thym citron. Le basilic cannelle en infusion est génial. Il y en a tellement. J'adore le sureau. J'aime beaucoup la sauge, mais c'est particulier, donc il y en a qui n'aiment pas. La reine des prés aussi. Combien d'espèces de plantes tu ramasses ? Donc je cueille 5-6 variétés de plantes dans la nature. Et donc après, séchage des plantes dans mon séchoir et transformation en infusion ou en condiment pour la cuisine. Donc de la pousse de la plante à l'infusion, ça prend combien de temps environ ? En fait, on fonctionne vraiment en saison dans ce métier, comme beaucoup de métiers liés à la nature d'ailleurs. Donc moi, voilà comment se déroule mon année, si tu veux, ce sera plus simple. De janvier à début mars, je suis un petit peu dans une pause, on va dire, au niveau de la culture et de la cueillette. Donc c'est une période où moi, je prépare la saison qui arrive. Quand je dis que je prépare la saison qui arrive, c'est-à-dire que j'achète mes semis, je commande mes plants, parce que je travaille avec un pépiniériste pour les plants. Ensuite, je m'occupe de travailler sur ma commercialisation pour avoir moins de travail sur ça après. Je m'occupe d'organiser des stages et des accueils en woofing que je fais ici. Voilà, c'est la période où j'organise un petit peu, je structure ma saison. Et à partir de mars, je commence les premières cueillettes. Alors là, on commence avec l'ortie et l'ail des ours. Et puis ça va s'enchaîner au fur et à mesure des saisons. Donc en fait, pendant que je fais la cueillette, je fais aussi de la culture. Donc en gros, je commence ma saison de culture pareil, donc début mars. Et après, j'ai plus beaucoup de travail à faire. À partir de juillet dans les champs, j'ai surtout de la cueillette. Donc en fait, ma grosse période de cueillette, c'est juin-août. Donc là, c'est vraiment une période où il y a plein de plantes au séchoir, où ça n'arrête pas. Donc la période de séchage, c'est aussi une période de tri, pour après faire une pesée des plantes sèches, et pour ensuite les stocker dans des sacs double épaisseur en craft. Voilà, c'est comme ça que je travaille. Et ensuite, en parallèle à tout ça, je fais aussi un petit peu de transformation. Je commence quand même en été, parce que j'ai de la demande très tôt dans l'année. En fait, là, moi, entre janvier et février, je finis le stock de plantes de l'année précédente. Et après, il faut que ça s'enchaîne. Donc il y a une période un peu creuse où entre mars et avril, j'ai plus grand-chose en plantes, en stock. Donc là, j'essaye justement en ce moment de développer ça pour plus avoir ce trou. Comment tu élabores tes infusions, toi ? C'est beaucoup de recherche et développement ? C'est peut-être le côté le plus créatif et le plus artistique de mon métier, on va dire. Tu vois, finalement, moi j'ai grandi dans une famille d'artistes, dans le milieu du spectacle. Tu vois, mes parents faisaient des spectacles dans tous les châteaux de la Loire, voilà, historiques et tout. J'étais vraiment plongée dans ce truc-là, du théâtre à fond. Et je me trouvais pas trop à ma place là-dedans. Je trouvais pas que j'étais très créative dans ce domaine. Tu vois, j'aimais bien, mais je trouvais pas que j'étais pleine d'idées. J'avais pas forcément envie de... J'ai fait un peu de mise en scène, tout ça, mais bon, ça m'épanouissait pas plus que ça. Je me rends compte aujourd'hui en faisant ce métier que finalement, si, je suis peut-être un peu plus créatrice que je croyais. Et c'est rigolo parce que, tu vois, finalement, la création et l'art passent pas forcément par là où on croit. Et donc, quand je fais une infusion, pour moi, c'est vraiment un moment où je me ressource même, tu vois. Ça me fait du bien, comme quand on fait une peinture ou quand on fait quelque chose comme ça.
J'adore parce que c'est un mélange de saveurs, c'est un mélange d'odeurs, de couleurs, de tout ça. Je trouve que c'est absolument génial de créer une infusion pour cette raison. D'ailleurs, de créer un condiment, c'est pareil. Quand je fais des petits mélanges d'herbes pour la cuisine, alors là, pour moi, c'est encore plus l'apothéose parce que j'adore la cuisine. Mais ouais, je trouve que c'est un art en soi. Et après, si tu veux, pour l'infusion, par contre, il y a quelque chose sur lequel je me base quand même. C'est à la base, c'est le côté médicinal. C'est vrai que j'essaie quand même de lier des plantes qui ont des vertus qui sont les mêmes. Même si c'est pas la seule chose qui fait mes tisanes, quoi. Moi, c'est aussi le goût beaucoup. Donc, tu nous as dit que tu faisais appel à une pépiniériste et à des semences locales. Comment tu fais le choix de ces semences ? Semences locales, oui et non, parce qu'en fait, c'est pas toujours facile de trouver des semenciers qui sont dans le coin. Mais par contre, je travaille avec des semenciers qui ont une éthique, qui sont bio, et souvent qui travaillent avec des petits producteurs comme moi, qui sont spécialisés dans les semences anciennes ou dans les semences d'aromatiques. Alors, quand je regarde un petit peu les étiquettes de mes semences, en général, c'est pas si loin que ça dont elles proviennent, mais moi je travaille avec Germinance et le Biogerme. Et puis quand je trouve pas des semences, des fois Cocopelli, ou parfois aussi je travaille avec la ferme de Sainte-Marthe. Tous les semenciers qui existent aujourd'hui, qui sont les plus connus. Je pourrais aussi travailler avec Milly-la-Forêt, il y a vraiment une maison spécialisée sur les plantes médicinales et aromatiques, mais je trouve que je suis pas encore sur un... Enfin voilà, j'achète pas des tonnes de semences, moi je suis quand même sur un tout petit truc encore. Je suis un peu sur un jardin privé, mais un tout petit peu plus gros, quoi. Moi je suis sur moins de 1000 m² en surface. Donc. Et puis après, je travaille avec un pépiniériste qui est Philippe Lepère, qui travaille à Brémont et qui est donc pépiniériste. Il n'est pas labellisé bio, mais par contre je sais qu'il ne met pas d'intrants chimiques dans ce qu'il fait. Et puis surtout, il a une belle vision des choses. Je trouve aussi qu'il fait beaucoup de recherches. Il est prêt par exemple à faire des recherches sur des variétés qu'il ne faisait pas forcément, mais comme je lui demande, il va chercher. Enfin, moi je trouve que c'est quand même chouette de travailler avec des gens comme ça. Est-ce que tu te mets pour mission d'intégrer de plus en plus de variétés, ou c'est vraiment tu as un pool de plantes que tu veux cultiver et tu l'entretiens ? Ça, c'est une bonne question. En fait, quand on est passionné de plantes, c'est terrible parce qu'on a envie absolument de tout cultiver. Et puis, au bout d'un an ou deux, on se rend compte que si on fait ça, on n'arrivera jamais à faire des quantités suffisantes. Parce qu'en fait, le problème de la plante sèche, c'est que ça pèse rien. Donc, du coup, on est obligé de se concentrer sur certaines variétés. Donc, déjà, une 50aine de variétés, c'est énorme. Bon, alors quand je dis 50 variétés, après, il y a des variétés et des sous-variétés. C'est-à-dire que quand je fais des basiliques, je fais au moins 5 sortes de basiliques. Les menthes, c'est pareil. Mais j'essaie de pas trop m'éparpiller parce que en fait j'ai compris que c'était pas possible, mais quand même il y a certaines petites nouvelles plantes que j'introduis par-ci par-là, mais tu vois j'en ai une ou deux pieds, pas variété, mais un ou deux pieds, pardon, je vais y arriver, juste pour les tester, pour faire des nouveautés, pour les cuisiner, pour travailler avec des maisons comme la maison du Mochi sur des nouvelles saveurs, ou même je plante aussi spécialement des choses pour Arborescence, le restaurant dont j'ai parlé, parce que lui vraiment a des besoins spécifiques mais pas en très grosse quantité. Voilà comment je travaille là-dessus. Et puis cette année j'ai introduit beaucoup de plantes aussi parce que je vais donc ouvrir un lieu qui s'appelle l'atelier de la cabane à plantes, où j'aurai besoin de plantes à la fois pour les ateliers de cuisine et les ateliers d'ailleurs de phytothérapie, d'aromathérapie, tout ça, mais aussi parce que j'aurai besoin de plantes en cuisine puisque je vais maintenant me mettre aussi en cuisine pour les autres. Et dans cette idée d'engagement, du coup, le bio, c'était une évidence pour toi ? Oui, mais moi je suis pas labellisée. Et c'est pareil, c'est parce que j'ai pas envie de rentrer dans un système. Je peux complètement entendre qu'on se fédère, qu'on soit labellisé. Je comprends complètement ce choix parce que je pense que en plus le consommateur a aussi besoin des fois d'avoir la preuve que ce qu'il achète c'est vraiment comme il a envie. Mais par contre, je pense que quand on vend en direct et qu'on peut vraiment communiquer sur son projet comme moi, je suis pas certaine qu'un label soit nécessaire, surtout qu'il demande, déjà c'est payant. Ensuite, il demande des choses qui sont pas toujours très justifiées. Enfin, moi j'ai l'impression d'être même encore plus bio que le label bio, dans le sens où je travaille complètement en lien avec la nature, et que finalement, quand tu regardes bien le label, il y a des choses autorisées, moi, qui ne me plaisent pas, qui ne me correspondent pas. Donc, je défends ce label parce que je pense que, par exemple, des maraîchers ne peuvent pas faire autrement que d'être labellisés, pour vraiment expliquer comment ils travaillent. Après, je pense, et là, c'est peut-être à tort, du coup, de pas être dedans, parce qu'en fait, je pense qu'on peut le changer de l'intérieur quand on y appartient,
Mais je pense qu'il faut vraiment qu'il soit revu parce que je crois que c'est depuis... bon, je vais pas donner de date parce que je ne sais plus, mais depuis quelques années en tout cas, il a été complètement globalisé à l'Europe et du coup c'est plus du tout le label de base, quoi. T'es pas du tout la seule à me dire ça, c'est un truc qui revient beaucoup, disant pas de labellisation est mieux qu'une labellisation pour avis. Bah, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment moyen de communiquer sur ce qu'on fait sans forcément passer par ça. Mais je comprends qu'il y a une nécessité parce qu'on est encore sur des petites productions et que quand on parle de plus grosses productions, pour vendre à plus de personnes, effectivement, c'est vrai que là, on a besoin de labels. Pour l'élaboration de tes infusions, tu as un calendrier en fonction de la floraison des plantes. Est-ce que tu te fixes un objectif de tant de nouvelles infusions par an, par exemple ? Non, ça c'est vraiment au gré de mes envies. C'est un peu comme un chef qui crée un nouveau plat. T'as pas une échelle de référence? Non, mais par contre, j'essaie toujours d'avoir un petit peu des nouveautés. Parce que c'est quelque chose que je trouve, alors moi qui me plaise, enfin ça me plaît d'avoir des nouveautés. Et en plus, ça plaît aussi à mes clients. Par contre, j'ai une gamme de base. C'est-à-dire que j'ai 4 infusions qui sont toujours là toute l'année. J'essaye en tout cas. Parce qu'il y en a, malheureusement, j'arrive pas à les faire toute l'année. Et qui sont ma base. Mais après, j'ai toujours un petit peu la nouveauté de la saison. Donc là, on est en hiver, j'ai Aura, qui est la nouveauté de la saison. Après, au printemps, j'ai 2 infusions qui sortent en simultané quasiment. C'est Comme une hirondelle et Belle de mai. Chez chaque période de l'année, j'ai des nouvelles infusions comme ça. En fait, j'essaye de trouver des noms en fonction un petit peu des déesses, que ce soit déesses grecques ou déesses païennes, enfin, etc. J'essaye de m'inspirer beaucoup de ça parce qu'il y a toujours un lien avec la nature, en fait, c'est pour ça. Et donc voilà, donc j'essaye de faire ça. Et puis bon, bien sûr, après, il y a l'infusion de Noël, il y a un peu des classiques comme ça qui reviennent, mais... Qu'est-ce que tu conseillerais à des néophytes qui découvrent la cabane à plantes pour essayer ? Eh bien, déjà, je conseillerais de se dire qu'on va peut-être, si par exemple on est très habitué à des infusions type infusion en sachet qu'on achète dans les grandes surfaces, je dirais qu'il va falloir réapprendre à nos papilles à consommer autre chose. Parce que les plantes, comme je les propose, c'est des plantes entières qui sont séchées mais que je ne broie quasiment pas, il n'y a pas beaucoup de travail sur la plante. Donc du coup, elle va pas infuser instantanément comme un sachet qui est de la poudre et souvent et qui en plus possède à l'intérieur des arômes qui sont pas toujours naturels d'ailleurs. Donc du coup c'est vrai que il va falloir se réadapter à ça, réapprendre si on n'a pas l'habitude. Mais par contre après quand on commence à apprécier les plantes, c'est comme quand on apprécie un bon vin, les papilles vont se réveiller, vont apprendre à reconnaître chaque plante, c'est assez génial comme exercice. Moi au début j'ai appris ça parce que même si je connaissais bien les plantes et la cuisine, j'étais pas très habituée aux infusions. Ça c'est pour la consommation d'infusions. Oui, parce que t'as d'autres types de produits. Donc après, pour les autres produits. Par exemple, j'ai des bouillons pour les soupes. Ça va pas du tout être comme un bouillon cube instantané, c'est pareil. Donc l'idée, c'est d'infuser son eau avec éventuellement un petit peu de graisse végétale ou animale, du sel et mon bouillon, qui se compose de plantes en fait, un petit peu mis... Là, pour le coup, je les broie un petit peu pour que ça soit plus facile à l'infusion. On couvre et puis donc ça nous fait un bouillon. Donc, par exemple, pour un litre, on met une grande cuillère à soupe, voilà. Et c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de consommer des bouillons comme ça, mais finalement, c'est vraiment génial parce que ça permet déjà de ne pas avoir un bouillon avec des cochonneries dedans. Et ensuite, on sent vraiment le goût des plantes, quoi. Et puis après, pour toutes les autres sortes de condiments, ça dépend comment on les utilise, mais bon, en général, voilà, c'est à faire infuser dans les sauces ou dans les vinaigrettes ou à saupoudrer sur les viandes ou les poissons, enfin voilà. Oui, parce que sur ton site internet, on peut voir que, par exemple, en plus de tes infusions donc, que tu fais toi-même, il y a du chocolat, par exemple ? Voilà, alors ça, c'est autre chose. C'est un partenariat que j'ai créé avec Mélanie, donc des douceurs acidulées qui se trouvent à Saint-Cyr-sur-Loire. Mélanie, je l'ai rencontrée parce que j'ai eu une petite période aussi de ma vie où j'ai travaillé avec La Ruche qui dit oui. Et c'est à cette période que je l'ai rencontrée. Je trouvais que son approche de la pâtisserie était très intéressante parce qu'elle essaye de faire des choses pas trop sucrées. Elle essaye vraiment de travailler avec des produits haut de gamme, etc. Elle est très douée en chocolat. Et donc, je me suis dit, essayons de travailler avec elle. Et on va créer des chocolats aux plantes. Et je suis super contente du résultat. On a réussi à créer 6 sortes de tablettes de chocolat aux plantes, qui sont toutes les plus originales les unes que les autres. Et je crois qu'elles ont vraiment rencontré leur public. J'ai des clients qui m'ont adoré. Ta préférée à toi, c'est laquelle ? Ma préférée, c'est facile, j'en ai vraiment une que j'adore, c'est Géranium Rosa. Donc c'est du chocolat au lait, Géranium Rosa, elle est divine. Après, ma préférée de base, c'est Chocolat Noir Bourgeon de Cassis. Mais comme c'est la toute première qu'on a créée, du coup maintenant j'ai du recul.
recul et ouais, c'est vrai que Géranium Rosa c'est génial en pâtisserie. Alors moi c'est pareil, je suis une passionnée de cuisine, je cuisine énormément, donc toutes ces idées je les tire aussi de là. C'est parce qu'à force de cuisiner, j'ai compris que les plantes aromatiques c'était pas seulement une pincée de ciboulette sur un plat, c'est vraiment plein de procédés qu'on peut faire qui vont de l'infusion à la macération, c'est vraiment génial. Miam. Pourquoi 2021 est une année spéciale pour toi ? Alors, en fait, là, je vais avoir 4 ans d'entreprise. On va le dire 3 parce qu'en fait, il y a quand même eu une année où j'étais enceinte et où j'ai eu un bébé. Donc, si tu veux, c'était un petit peu chaud. Mais je travaillais quand même jusqu'à 2 jours avant mon accouchement, je travaillais. Voilà, mais c'est vrai que je pouvais pas répondre à ce que je voulais faire exactement. Donc, du coup, on va dire que ça fait 3 ans que j'existe. On dit souvent que 3 ans, c'est vraiment la période charnière pour une entreprise. C'est le moment où ça doit fonctionner ou alors c'est qu'on s'est trompé, quoi, en gros. Et je dois dire que là, ça y est, j'ai trouvé mon rythme, la croisière, le rythme de croisière de l'entreprise. Bon, je suis assez contente parce que je vois que c'est rentable d'une part, que je commence à me verser un salaire qui est certes pas très élevé, hein, je me verse 700 € par mois, mais c'est déjà un bon début, je trouve. Et puis aussi, j'ai plus que doublé mon chiffre d'affaires par rapport à 2019 sur l'année 2020. Donc il y a eu aussi le lancement pendant le confinement de ma boutique en ligne, qui a quand même beaucoup aidé, mais je me suis rendu compte que je pouvais vraiment gérer toute ma commercialisation grâce à ça, et ça j'avoue que c'est un confort de travail. Alors c'était une organisation à prendre, mais maintenant c'est un confort de travail que je peux pas nier, même si je continue à travailler quand même avec d'autres personnes qui sont des personnes passionnantes et avec qui j'ai envie de travailler, notamment la Maison du Mochi, l'épicerie minimaliste qui est donc une épicerie en vrac qui se situe à Loches. Et puis je travaille aussi avec Arborescence, qui est un restaurant qui s'est installé à Loches il n'y a pas longtemps et qui est un restaurant gastronomique vraiment très intéressant. D'ailleurs ils sont dans le Michelin cette année alors qu'ils viennent d'ouvrir, donc c'est plutôt bon signe pour eux. Voilà, quelques personnes comme ça avec qui j'ai envie de travailler parce que je trouve que ce qu'ils font c'est super, mais sinon moi je commercialise vraiment tout en direct. Sur ton site internet, on peut voir que tu as fait appel 2 fois pour l'instant au financement participatif pour construire le séchoir et pour construire l'atelier, donc ce que tu vas nous expliquer maintenant. Donc le séchoir, c'était déjà... Je vais te parler un petit peu du séchoir parce que je pense que c'est important aussi d'en parler, parce que les campagnes de financement participatif, c'est plein de choses en fait. On est soutenu par des gens, c'est extraordinaire et je trouve ça génial, mais c'est aussi un choix vraiment... C'est la base de tout ce que j'essaye de faire dans cette entreprise, c'est que j'essaye d'être hyper indépendante, j'essaye de demander aucune aide, de vraiment de pas être dans ce système qui est de dépendre de la PAC, de tout ça. Voilà, moi j'essaye d'être très libre à ce niveau-là, parce que je veux aussi montrer, et c'est vraiment une volonté que j'ai depuis le début, qu'on peut faire ce métier avec très peu de financement à la base, peut-être même sans faire appel à une banque, et sans aide à côté. Donc le séchoir, c'était mon premier financement participatif, les gens ont joué le jeu à fond, et en plus ce qui est génial, c'est qu'au bout de 2 ans d'existence d'une entreprise, ça m'a permis de me faire connaître énormément. Donc c'est là où ce financement a été très bien pour moi. Donc là j'étais passée par la plateforme Mimosa, qui était une très bonne plateforme, qui existe toujours. Et donc après, là, dernièrement, j'ai fait ce deuxième crowdfunding, mais là, je suis passée par une autre plateforme. Je suis passée par Bluebees. Alors, la petite histoire, c'est que Bluebees a été créé par un Tourangeau qu'on connaît bien, qui s'appelle Maxime de Rostolan, qui notamment a créé le projet Ferme d'Avenir. Donc à la Bourdesière. Donc Maxime, il a créé cette plateforme quasiment en même temps que Ferme d'Avenir, et c'est une plateforme qui est l'une des premières qui permettait justement de ne pas passer par une banque et de faire une sorte d'emprunt pour des projets agricoles et environnementaux plus largement. Donc je me suis tournée vers cette plateforme pour ce second financement parce que je trouvais elle a des vraies valeurs. Et puis c'est pas une très grosse plateforme et finalement du coup on est très bien conseillé parce que il se concentre sur des projets de qualité, etc. Et puis en plus il n'y a pas de banque derrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc là c'est pareil, c'est parce que j'ai besoin de revendiquer une certaine liberté, une certaine indépendance dans mon projet. Donc c'est les projets futurs vont être le début de l'atelier qui sera donc des cours de cuisine, de phytothérapie et de cueillette de plantes sauvages. Alors en fait c'est plus que ça les ateliers. L'idée c'est donc de créer un lieu de transmission autour des plantes, très globalement, c'est-à-dire que tout ce qui a trait aux plantes. Et moi mon idée c'était de montrer, de faire découvrir aux gens tous les talents qu'on a dans notre région autour de ce sujet-là. Et en fait il s'avère que les plantes, la richesse aussi c'est qu'on peut faire tout type de métier avec.
parce qu'en fait, bon, même si on est tous plus ou moins producteurs à la base, on diversifie beaucoup après comment on fait les transformations et tout ça. Donc là, je vais travailler, alors ça c'est déjà les premières personnes, après il y aura d'autres personnes qui se rajouteront à ça, avec Eve qui est spécialisée en phytothérapie. Donc vraiment là c'est l'attrait des plantes au niveau médicinal. Je vais travailler avec Julie qui est une productrice juste à côté d'ici qui est spécialisée en cosmétique. Je vais travailler avec Nathalie qui va faire des cueillettes sauvages. Et moi, qui vais donc proposer des ateliers de cuisine. Donc là, vraiment spécialisé sur comment on ramasse l'aromatique, comment on le cultive, comment on le transforme en cuisine, les fleurs comestibles aussi. Et puis aussi, même l'après-midi, dans le déroulement de mes ateliers, ça sera de découvrir vraiment mon métier pur et dur, en allant au séchoir, en apprenant à transformer les plantes et en faisant une infusion. En plus des ateliers que tu vas proposer, tu veux faire une forme d'auberge, c'est bien ça? Oui, alors en fait, je vais faire une ferme auberge. Une ferme auberge, c'est lié à une exploitation agricole. On produit des choses et on les transforme en cuisine pour faire découvrir ces produits aux visiteurs. Donc ici, sur notre ferme, il y a aussi des gîtes. Donc c'est mes parents qui s'occupent de ça. Ils gèrent 2 gîtes, donc un gîte 4 personnes, un gîte 8 personnes. Et donc l'idée c'est que les personnes de ces gîtes puissent découvrir mon travail à travers de la cuisine. Mais aussi de pouvoir accueillir quelques autres personnes, voilà, des visiteurs qui viendraient voir la cabane à plantes et qui aimeraient manger les plantes. Donc il y aura une partie ferme auberge mais qui ne sera pas ouverte du tout comme des horaires de restaurant, ce sera vraiment sur période un petit peu événementielle, quoi. Il y aura des dates et puis il y aura des inscriptions, etc. Et puis on va avoir une autre partie qui va être une partie vraiment événementielle pour le coup, qui vont s'appeler les rendez-vous mensuels. Et là en fait l'idée c'est d'accueillir tout type de choses, donc il y aura des conférences autour des plantes, il y aura des projections de films autour des plantes, et il y aura aussi des dîners réalisés par des personnes un petit peu connues ou des gens qui sont voilà, des chefs que j'aime bien, que j'aimerais voir transformer des plantes en fait. Et donc on a déjà eu une idée là d'un premier repas qui sera réalisé par mon amie Rebecca Loulou, qui est à la fois artiste plasticienne mais qui est aussi chef à domicile, et qui va réaliser une performance. En fait, elle appelle ça comme ça parce que c'est pas juste un dîner, il y a aussi une exposition d'art, de tableaux qu'elle a fait. Ça va s'appeler Manger la forêt. Et ce dîner, ça sera l'idée de manger tout ce qu'il y a dans une forêt, voilà, à travers un dîner décliné en plusieurs étapes. Donc il y aura ça entre autres. Après, j'aimerais beaucoup développer un projet aussi d'expérience avec Clément de Arborescence. Enfin voilà, on va essayer de développer des choses comme ça dans ce lieu, qui soient un petit peu atypiques, mais toujours tournées autour de la nature et des plantes. Tous les projets que tu nous as expliqués et que tu nous fais découvrir, tu les mènes toute seule. Et de temps en temps, tu as une personne en woofing. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ? Je suis pas toujours toute seule, parce que c'est vrai qu'il y a quand même des gens autour de moi. J'ai plein d'idées, mais pour structurer mes idées, j'ai mon mari déjà qui est très présent, notamment pour toute la partie web et tout ça. S'il était pas là, je serais complètement sous l'eau. Enfin, c'est surtout perdu, parce qu'il m'a appris beaucoup de choses. Et puis lui, il a eu aussi une petite carrière dans l'entrepreneuriat, donc il est de très bons conseils. Et puis j'ai ma sœur qui m'a un petit peu aidée parce que confinement oblige, en tant qu'intermittente du spectacle, elle n'avait plus beaucoup de boulot. Donc elle a écouté le message présidentiel, elle est allée dans les champs. C'était la petite blague. Mais du coup, elle m'a soutenue. Et puis le projet qu'on est en train de développer avec l'atelier, là, elle va être beaucoup présente sur cette partie-là. Donc je suis quand même pas toute seule. Et je suis pas toute seule effectivement parce que j'accueille des gens en woofing. Et ça c'est vraiment une volonté de base. Dès le début j'ai voulu accueillir des gens parce que je voulais partager mon mode de vie, mon savoir-faire et montrer à l'extérieur que c'était possible de vivre comme ça et aussi, comme je disais tout à l'heure, de se rémunérer de cette profession, Voilà, je voulais vraiment ouvrir mes portes pour montrer que tout ça c'est possible, faire une sorte de lieu aussi pédagogique. Donc c'est ce que je fais avec le woofing, j'accueille à peu près 10 personnes par an. L'idée du woofing c'est donc d'accueillir sur une semaine ou plus, mais moi en tout cas c'est une semaine, c'est comme ça que j'ai décidé de faire les choses, une personne qui va me suivre dans toutes mes tâches quotidiennes et qui va à la fois m'aider mais aussi apprendre, on va vraiment avoir un vrai partage, un échange, et lui aussi ou elle vient avec un savoir qu'il a appris dans les woofings, mais aussi de sa vie, et moi ça m'aide beaucoup à avancer, parce que je pense que quand on a une entreprise, il faut sans cesse s'inspirer, et que c'est pour ça aussi que j'ai besoin d'être ouvert un peu sur l'extérieur. C'est parce que en fait, quand on est agriculteur, comme moi, agricultrice, paysanne en tout cas, on est un petit peu tout le temps dans sa ferme et toujours au même endroit, on bouge pas trop parce qu'on n'a pas trop de temps pour voyager. Et du coup, moi, ça me permet un petit peu de voyager et d'apprendre.
Donc tu as des projets par exemple d'en faire de l'extraction d'huile ou de choses comme ça Non, moi je me concentre sur la plante sèche parce que je trouve que c'est aussi un confort de travail, ça répond à moins de normes, c'est moins complexe. Je trouve qu'on a tellement de boulot déjà dans ce métier que j'arrive pas, je pourrais pas m'éparpiller plus que ça pour le moment. Mais par contre, pour transformer les plantes et pour apprendre aux gens à le faire, 2021 c'est aussi une année importante pour moi parce que je vais lancer un lieu qui va permettre ça, qui va permettre de transmettre des savoir-faire autour des plantes. Donc ton terrain n'est pas à côté de l'eau par exemple. Est-ce que tu as pour projet d'investir des terrains dans d'autres biotopes ? Non, j'ai plutôt projet d'essayer déjà de restructurer encore mon jardin pour pouvoir faire le plus possible sur une toute petite surface, parce que là il y a des zones qui pour moi sont vides et je trouve que c'est dommage. En tout cas enherbées, et c'est plutôt des zones que j'aimerais cultiver. Donc développer déjà la partie que j'ai, et puis continuer la cueillette sauvage en recherchant encore des zones à cueillir. Voilà, alors comment je cherche une zone à cueillir ? Je trouve une plante, et après je m'interroge sur qui a la prairie en question, à qui appartient-elle, est-ce que c'est à une commune, est-ce que c'est un propriétaire privé ? J'essaie de trouver le propriétaire, et puis après je demande la permission de cueillir. Mais ça se trouve facilement finalement. Moi aussi je regarde beaucoup la zone où je cueille, s'il n'y a pas de pollution à proximité. Alors quand je dis pollution, c'est champs traités, parce que même si je suis pas labellisée, je fais très attention à ça. Et puis au bord d'une route très passagère, j'évite aussi quoi. Tu vois, c'est la chose que le label bio finalement ne demande pas. Beaucoup de projets de collaboration. Oui, parce que je crois que c'est ce qui fait le monde de demain en fait. Si on n'a pas un avenir de partage et de collaboration, on n'y arrivera pas. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis de toute façon, moi je suis une fille de réseau, j'aime ça. Donc je crois que je ne cesserai de collaborer. Nous nous sommes rencontrés grâce à Instagram. Tu es extrêmement active sur les réseaux sociaux. Pour notre plus grand plaisir. Sur quel autre canal on peut te retrouver ? Donc, moi je suis sur Instagram beaucoup, je suis sur Facebook, j'ai ma page Facebook évidemment. On peut me retrouver sur ma page YouTube aussi, la chaîne La Cabane à Plantes. Bon, je fais plus trop de vidéos, j'avoue que ça prend vraiment beaucoup de temps. J'aimerais vraiment en faire parce qu'en plus j'ai une grosse demande. Mais bon, il faut aussi que je trouve les sujets, enfin voilà. Après, je fais quelques lives parfois aussi pour répondre à des questions parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire mon métier. Donc, du coup, c'est vrai que j'essaye de répondre à tout le monde, c'est pas toujours facile. Bah oui, c'est ça déjà, c'est pas mal. Hein. Si, après, oui, on peut me retrouver en podcast sur le comptoir des plantes de Mon Jardin, Ma Maison sur Spotify. Et puis, je suis une fois par mois sur France Bleu Touraine. Est-ce que tu peux rappeler l'adresse de ton site internet, s'il te plaît ? lacabaneaplante.com. Alors, plante avec un S, hein. Je fais pas qu'une plante. Oh là là, j'ai envie d'être chez toi tous les 4 matins. Bah, tu reviendras. Ah bah avec plaisir. Merci Juliette pour le temps accordé. Merci Audrey. Vous l'aurez compris, Juliette fourmille d'idées et est toujours en perpétuelle évolution vis-à-vis de sa plantation ou des activités qu'elle y propose. Je vous conseille vivement de garder un œil attentif sur son site internet, car que ce soit pour nourrir votre curiosité ou peut-être trouver le prochain métier de vos rêves. N'hésitez pas à faire vos propres expériences avec les produits de Juliette et à goûter ses incroyables infusions. Comme elle l'a dit au cours de ce podcast, un palais, ça se travaille. N'ayez pas peur, soyez curieux et curieuses. Je remercie encore Juliette pour son accueil et ses délicieuses préparations. Si cet épisode vous a plu, vous connaissez la ritournelle, on like, on partage, on commente sur le Facebook et l'Instagram de Crack Boom Miam. Crack Boom Miam est produit par moi, Audrey Léoté, montage et mixage par Alice Krief, générique par Vincent Bureau et Jean Gillet. Miam.